Bonjour chers amis, très content d'être avec vous. Merci pour vos partages, merci aussi pour vos commentaires et puis surtout les abonnements. Et puis mais n'oubliez pas de mettre des pouces parce que ça compte beaucoup pour le référencement, donc les pouces, etc. Et merci pour ceux qui daignent verser un petit quelque chose à la chaîne via PayPal ou via Tipeee. Donc merci à tous, merci à Bruno, tu l'as signalé, merci beaucoup Bruno pour le don. J'aimerais commencer, je ne pouvais pas rater le jour anniversaire de la disparition du grand résistant Larbi Ben Mehdi, disparu dans la nuit du 3 au 4 septembre 57, mort, assassiné par l'armée française, puisque même le président Macron a reconnu la responsabilité donc de l'armée. Entre parenthèses, il y a l'armée, puis il y a le pouvoir politique qui donne aussi son feu vert, qui a reconnu donc l'assassinat de Larbi Ben Mehdi. On ne pouvait pas éviter sur ce grand homme qui va organiser quelque part la révolution, qui va organiser la révolution. Alors il grandit dans les Aurès, du côté de Batna, c'est son oncle Hassan qui va l'adopter et poursuivre des études parce qu'il est brillant. Larbi Ben Mehdi va aller du côté de Biskra. Il est brillant, il est vraiment très porté sur la lecture, sur le savoir. Il est porté aussi sur le théâtre qui estime est une forme de façon de dire la révolte et la résistance. Ces pièces sont d'ailleurs tous liés, en tous le parfum de la résistance au point où il est repéré par les autorités coloniales et on commence un peu à le surveiller, Larbi Ben Mehdi, à cause de ses contacts avec le début de la résistance algérienne, le théâtre aussi, le choix des pièces. D'ailleurs, en cela, il me fait penser à aussi Habib Bourguiba, qui avec son frère Tahar Bourguiba, avait aussi fricoté dans le théâtre aussi, avant de se lancer dans la politique. D'ailleurs, lorsque Bourguiba se lance dans le théâtre, il va aussi être en relation avec une actrice aussi, qui est très connue, qui s'appelait Habiba Msika, qui était une juive tunisienne qui sera assassinée, enfin dans des conditions terribles, mais qui était une diva en Tunisie. Eh bien, ces hommes sont aussi portés par le théâtre. Et ça me rappelle aussi ce que disait le théoricien du théâtre allemand, Karl Valentin, qui disait dans les années 30, il voulait, Karl Valentin, que le théâtre soit obligatoire dans les écoles pour mieux former les esprits. Évidemment, les autorités allemandes ne l'ont pas suivi. Bref, Larbi Ben Mehdi va donc se jeter à corps perdu dans la résistance algérienne. Il sera balancé, alors on ne sait pas trop par qui, sa sœur Drifa n'accuse personne, mais un certain Brahim Chergui aurait peut-être, nous dit-on, etc. Enfin, il y a encore beaucoup à chercher de ce côté-là. Je voulais dire deux mots tout simplement sur cet homme extraordinaire qui va être assassiné dans la nuit du 3 au 4 septembre 1957. Je reviendrai sur deux, trois martyrs aussi en fin d'émission. Mais avant ça, je voudrais évoquer quelques grosses salopards des détritus de la merde en bloc, justement sur un post que j'ai vu hier sur TikTok, qui tente à salir les gens qui ne sont plus là pour se défendre. Mais nous sommes là pour défendre la mémoire des héros algériens. Des femmes et hommes algériens. Eh bien, il y a un post qui est passé qui attaque le Raïs, si j'ose dire, le Mokran, Monsieur Boumedienne, en l'accusant, tenez-vous bien, grotesque, énorme, au plus c'est gros, les mecs n'ont peur de rien, ces fils de pas grand-chose n'ont peur de rien, ils accusent le Houari Boumedienne d'avoir mis de côté, donc immense corrompu, d'avoir mis dans les années 70 entre 16 et 17 milliards de dollars aux États-Unis. Rendez-vous compte, une information pareille, sachant la détestation que beaucoup de gens qui ont des moyens de tout savoir ne l'ont jamais mis en avant, cette corruption. C'est une invention totale, c'est une indignité, c'est une ignominie qui vient certainement de ceux qui vendent l'Algérie au plus offrant, qui vendent l'Algérie à tous les voisinages les plus nauséabonds. Évidemment, je pense aux maquistes et je pense aussi à leur macro, à savoir Azoulaï, le roi du vice, de l'autre côté, le copain à Mimicis, qui subventionne ces péripatéticiennes, ces travailleuses du sexe, du MAC qui ont fabriqué cette information, certainement aidée avec quelques officines, voilà, de crabes
ou de nauséeux correspondants pour tenter de salir via les médias, via la rumeur, vous savez, cette rumeur scélérate, indécente, qui vendrait père et mère pour salir l'honneur d'un homme. Donc c'est passé là, alors on nous raconte, il y a eu un avocat qui a défendu ci et ça. Rendez-vous compte, le PIB de l'Algérie dans les années 70 devait être autour de 30 ou 40 milliards. C'est-à-dire que Boumediene aurait pu prendre 50% de la somme et la cacher aux États-Unis. Les pires ennemis de l'Algérie, déjà à l'époque, puisque, sans vouloir refaire l'histoire, mais lorsque Costa Gavras va vouloir tourner son film Z avec Yves Montand sur la dictature grecque, eh bien, tous les pays vont refuser parce que derrière la dictature grecque, il y a la CIA, les États-Unis. Eh bien, Boumediene va dire non, le film sera tourné à Alger et il sera tourné à Alger dans les années 70. Vous imaginez la haine de la Maison-Blanche. Bref, c'est tenter d'intoxiquer l'opinion de la part des mêmes, hein, maquistes, etc., et d'autres officines qui sont chères au cœur du grand écrivain, du plumitif des histoires de Toto, à savoir Sansal, hein, c'est un petit copain de lui, et puis toujours ces mêmes microbes, ces parasites que sont les Daoud, les Sifawi, qui ne ratent pas un jour pour vomir, inventer, cracher sur l'Algérie et même fabriquer un costard en diamant à Boumediene pour laisser croire qu'il était un corrompu. Alors dites-moi comment aurait-il fait en volant la moitié de l'argent d'Algérie pour bien fabriquer toute la structure industrielle de l'Algérie, refaire les universités, moderniser les infrastructures, les hydrocarbures, etc. Où aurait-il trouvé l'argent, mesdames et messieurs, de fabriquer aussi une armée? Donc tout ça, ce sont des racontards, mais qui tournent bien sur le net. Donc ça veut dire que il faut rester vigilant, puisque ces fabricants de crasse, de pourriture et de calomnie, hein, la calomnie, sont toujours là. Alors, évidemment, vous allez me dire, oui, mais les cons osent tout, comme tous ces mecs-là, ceux qui sont autour de ces inventions ignobles. Les cons osent tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît, mais les salauds que sont ceux-là vont encore plus loin que les cons, ils vont très très loin, et ceux-là, on ne les oublie pas. Hein, on aura bien les noms de ceux qui font ça et puis ils vont s'en vanter un jour. Donc voilà. Donc j'ai aucun respect pour tous ces fabricants de saloperies, ces travailleuses du sexe du bois de Boulogne, que sont tous ces gens-là, ceux que j'ai cités à peu près, ou que j'ai sous-entendu le nom, qui sont payés par un pays qui est pauvre et qui leur donne de l'argent, cet argent qui est volé au peuple, un peuple qui mériterait qu'on s'occupe de ses enfants, et que les touristes ne viennent pas dans ce pays pour profiter de l'enfance. Eh bien, c'est avec l'argent de ces enfants que ces crapules sont soudoyées, sont sponsorisées un petit peu comme des vulgaires travailleuses du bois de Boulogne ou de Pigalle ou d'ailleurs. Donc voilà, pour cette rumeur qui ne sont pas très bons. Mais ces fabricants de rumeurs ne sont pas arrêtés là. Ils sont aussi attaqués à l'épouse de Boumediene, à Anissa Boumediene, en disant qu'elle n'était pas forcément algérienne, sa mère était suisse, ceci, cela, on ne sait pas trop, elle n'est peut-être pas algérienne, elle est peut-être ceci. En fait, on attaque, mais partout, ces gens-là sont, sont vraiment d'une indécence, sont ignobles, j'ai envie de dire des crasseux et des pouilleux, dont on a rarement vu une espèce pareille. Et qui en plus tente de diviser évidemment les Algériens pour essayer de favoriser la division et donc l'affaiblissement de l'Algérie avec des corrompus. Alors les corrompus, ils sont partout. Hein. Je pense qu'ils ont été cités ça et là. Vous connaissez les Bouchoualeb, protégés par ses amis et d'autres qui sont milliardaires et qui sont à l'étranger. Cela. Voilà. Donc il est important de le rappeler que Anissa Boumediene est une femme admirable. J'ai vu pas mal de vidéos qu'elle a fait dans des studios avec des vidéos où elle enregistrait. Elle parlait beaucoup de l'Algérie, de Boumediene, une femme extraordinaire. Invitée Anissa Boumediene, surtout par des télévisions africaines. Vous imaginez bien que Radio Trottoir ou Vidéo Gag, LCI, LC Rien, CNews et tous les Muppet Show Made in France ne l'inviteront pas pour causer de tout cela. Alors,
ceux-là qui cherchent à ternir l'image des grands hommes en Algérie. C'est vrai que si on avait eu un deuxième, un troisième Boumedienne, peut-être qu'on ne serait pas dans ce déficit d'infrastructures et peut-être que plus d'argent ne serait pas parti à l'étranger. Enfin, il fallait de la vigilance. On a eu des corrompus, on a eu voilà, on a eu de tout. On n'a pas eu forcément le gratin et maintenant le gratin commence à venir avec l'entourage, avec M. Tebboune du moins. On l'espère, chers amis. Croisons les doigts. Alors, il y en avait un qui avait commencé à travailler, comme ces maquistes et autres, autour de la division pour affaiblir, fragmenter un pays en opposant les régions, faire le régionalisme, l'ethnicisation de l'Algérie. C'était Charles de Foucault. Charles de Foucault était un aristocrate français qui a fait la bamboche, qui a fait les 400 coups à Paris, donc picoleurs, femmes, bordel, etc. Un peu les hommes que décrivait dans ses livres, dans ses romans, Guy de Maupassant. Voilà. Et il va en Algérie et là, il découvre soudain Dieu, la lumière dans le Thessalie, je crois, dans le Hogar ou le Thessalie. Et là, il découvre la lumière et il se met à se faire passer pour un pieux, etc. Enfin voilà, le catholicisme, l'éclair, foudroyé par le ciel, etc. Et alors cet homme, en fait, va lui travailler, c'est un espion politique, il va travailler, il va effectivement apprendre correctement, il va faire même un dictionnaire du Tifinagh, du Tamazirt, et il va essayer de diviser les Touaregs, les Arabes, les Berbères et une autre ethnie. Et il va les monter vraiment les uns contre les autres. Il va faire un travail de fond, un petit peu comme le font aujourd'hui certaines crapules du MAC. Et en même temps, il va aller aussi au Maroc, ce même Charles de Foucault, et noter un petit peu, recenser, faire un inventaire de toutes ces forces potentielles avant que la France coloniale n'envahisse le Maroc. En fait, c'est un espion, une espèce de, voilà, une Matahari, hein, c'est un peu ça, une Matahari payée, etc. Et aussi avec un petit peu foudroyé par la lumière, dit-on, etc., etc. Eh bien, ces gens-là relèvent de la même chose, un petit peu de cette envie de diviser, etc., pour mieux vendre le pays à l'étranger. Dieu merci, il y a des femmes et des hommes aussi qui sont là. Juste vous dire que Éric Emmanuel Schmitt a écrit un livre aussi, parce que Éric Emmanuel Schmitt, l'écrivain, est allé aussi dans le Hogar, où le Thessalie, et lui aussi, une nuit où il s'est perdu, réellement, il écrit un livre extraordinaire, où il va être frappé par quelque chose de divin. Il ne sait pas si c'est Dieu, si c'est le cosmos, et il écrit un livre extraordinaire, Éric Emmanuel Schmitt, un petit peu comme Charles de Foucault, sauf que lui, c'est pas une tapineuse, pardon pour le terme. Voilà, je voulais simplement vous dire ça et puis saluer Madame Anissa Boumedienne qui vit sa vie d'ancienne femme, qui est toujours portée à défendre l'Algérie comme vous l'êtes certainement toutes et tous. J'aimerais conclure après ce petit hommage à Boumedienne, à son épouse et surtout au grand Larbi Ben Mehdi. Vous parlez d'un homme qui s'appelle Mohamed Belamin, je crois, Belamin, et qui était originaire de Yakouren, dans la région de Tizi Ouzou. Et c'était un mec finalement qui devait vivre sa vie tranquillement, mais il est appelé par le destin. Son destin, c'était d'être un moujahid, d'être un fédaïn, et de donner sa vie pour l'Algérie. Et ce petit monsieur, qui était quelqu'un de très très simple, va aller habiter à Alger avec sa famille, à la Casbah, et il va rentrer en contact avec Yassef Saadi, qui était à la tête de la Wilaya 4, je crois, et cet homme va être d'un courage incroyable, il va se porter pour faire les missions les plus dangereuses, et il va aussi aller poser des bombes, oui, ça fera des victimes innocentes, c'est vrai, et il sera chargé d'aller du côté du stade d'El Biyar pour poser une bombe dans le stade avec une jeune fille qui avait 16 ans, qui s'appelait Baya Yassine. Il va poser cette bombe, deux de ses amis vont aller poser aussi des bombes à Bellecour. Mohamed Belamin sera reconnu, il sera arrêté, il sera furieusement torturé. Et malgré qu'on n'ait pas de preuves sur lui, eh bien, il sera condamné à la prison de Sarkaji. Et après Ahmed Zabana, Falaj Abdelkader, eh bien, Mohamed Belamin sera aussi décapité. Et là, le PPA, le FLN va jurer que tous ces gens-là seront vengés. Chaque guillotiné sera vengé. Il y aura aussi une autre jeune fille, et qui, alors elles m'ont particulièrement touché, ces deux sœurs, c'est Khadija Chelali. Alors elles sont nées à Oujda au Maroc, elles sont originaires de la région de Sidi Bel Abbès, et très très vite cette jeune fille brillante, d'une très grande beauté d'ailleurs,
Khadija va devenir une espèce de correspondante formée par Abdelatif Boussouf qui va créer, organiser les services secrets algériens du MALG. Elle va être une espèce de commissaire qui va passer les informations dans les maquis, dans la région donc de Sidi Bel Abbès. Elle a un courage extraordinaire. Elle est très jeune, elle a 18 ans. Elle a les armes à la main aussi, elle se bat. Et elle va... alors je passe sur les détails. Je pense que vous trouverez une page sur elle, Khadija et Yamina Chelali. Elle va se battre et elle va avoir des documents très importants concernant la résistance. Et lorsqu'elle sera encerclée dans la région de Sidi Bel Abbès, les armes à la main, elle va se battre jusqu'au bout. Mais il y aura un bombardement aérien, elle va être très gravement blessée. Et avant de mourir, Khadija Chelali va brûler les documents qu'elle a, avec la force qui lui reste. Elle va brûler les documents qui lui restent concernant la résistance algérienne. Elle va aussi jeter son arme dans un égout pour pas qu'elle soit récupérée. Et elle mourra en héroïne dans les années en 57. Sa sœur Yamina, plus jeune qu'elle, va aussi entrer dans le maquis. Et Dieu merci, alhamdoulilah, sa sœur va survivre. Elle va aussi entrer en résistance. Et elle écrira un livre d'ailleurs concernant la mémoire de sa sœur. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire tout simplement, chers amis. Merci encore une fois infiniment. J'ai peut-être été un peu long, un peu court, un peu rapide, je m'en excuse par avance. Et je vous remercie infiniment pour votre fidélité, chers amis. À très bientôt, merci.